notre amie Alice, qui va nous parler de théâtre et décolonisation des imaginaires. À toi la parole, Alice. Merci. Donc on va rester dans la question de la représentation, mais passer cette fois au théâtre, et je vais m'appuyer en fait, comme ne devrait pas le faire une bonne chercheuse que je peux être par ailleurs, sur des expériences que moi-même auxquelles j'ai participé artistiquement, et notamment au travail qu'on a mené avec la compagnie Nova autour d'un diptyque qui est encore en création, qui s'intitule « Écrire en pays dominé ». Le premier spectacle, qui a été créé en mars dernier, s'intéresse au courant de la négritude. Donc Césaire, Damas, Sangor, et va jusqu'aux écrits de Glissant. Et le second, qui est encore vraiment au tout début et qui sera créé seulement en 2019, va s'intéresser aux écrits d'auteurs algériens francophones. Et voilà, je vais vous parler un petit peu des enjeux théâtraux et de mise en scène autour de ces questions d'essayer de déconstruire les imaginaires empreints encore de représentations coloniales ou post-coloniales. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais revenir sur l'écrit qui nous a amené à cette réflexion, qui est celui de Patrick Chamoiseau en 2002, dans un ouvrage « Écrire en pays dominé ». Celui-ci s'interroge sur la persistance des formes de domination en dehors du cadre politique de la colonisation. Je le cite rapidement. « Comment écrire alors que ton imaginaire s'abreuve, du matin jusqu'au rêve, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes? Comment écrire quand ce que tu es végète en dehors des élans qui déterminent ta vie? Comment écrire dominé? L'unique hurlement est en toi, un cri fixe qui te pourfend chaque jour. Il s'oppose à ses radios, à ses télévisions, à ses emprises publicitaires, à ses prétendues informations, à ce monologue d'images occidentales fascinantes. Il refuse cette aliénation active au développement dans laquelle les tiens ne sentent même plus que leur génie intime est congédié. » Alors les dominations ont muté avec le néolibéralisme. Elles sont d'abord économiques, elles s'articulent à des logiques de ponction des ressources et de dépendance, mais elles sont aussi imaginaires. Comment se construire dans la société actuelle, dans sa pluralité d'identité et d'origine, dans ses métissages, quand les représentations sociales, collectives, publicitaires, télévisuelles et artistiques dessinent une norme encore massivement blanche, fondée sur des valeurs occidentales et masculines, je vais y revenir après, encore occidentales et consuméristes. Ceci, semblerait-il, est encore particulièrement vrai dans le cas français, et je m'appuie là-dessus pour cela sur l'écrit de Achille Mbembe, Sortir de la Grande Nuit, essai sur l'Afrique décolonisée, qui explique que la France a subi une forme de crise identitaire au moment de la perte de son empire, qui expliquerait peut-être sa difficulté à penser et analyser les séquelles de la colonisation, mais aussi à intégrer la décolonisation à la façon dont elle pense, structure et affirme ses valeurs nationales. Le théâtre et les arts de la scène en général n'échappent pas à ces persistances d'imaginaire, et le constat que fait une chercheuse qui s'appelle Nathalie Coutelet dans un ouvrage consacré aux artistes noirs dans le paysage théâtral français semble, dans les années 20, semble encore d'actualité. Elle écrit « La présence d'artistes noirs en métropole apparaît comme un miroir des paradoxes français et des blocages de l'universalisme républicain. » Ces constats sont à la base de mon travail artistique et notamment de ce diptyque de la compagnie Nova. Je vais revenir donc, dans un premier temps sur les poésies et comment les enjeux identitaires qui y sont liés, et dans un deuxième temps sur les questions de mise en scène que ça a posé pour nous. Alors d'abord, la dramaturgie de ce diptyque est construite au croisement de deux lignes, la rencontre entre ces langues poétiques et un intérêt profond pour les politiques et pensées postcoloniales. Il nous importait de restituer théâtralement la force de ces langues et d'en donner à entendre la teneur politique. Pour tous les auteurs que nous étudions, s'observe un même processus. C'est à l'intérieur de l'écriture, qu'elle soit poétique, romanesque ou théorique, que s'affirme l'identité de l'ancien colonisé, hors des déterminations de son ancien oppresseur. La conscience de participer à la modification des imaginaires, d'imposer un vocabulaire, un rapport à la langue, une mythologie nouvelle est commune à tous ces auteurs. La langue est d'abord résistance à l'oppression. Aimé Césaire explique dans un entretien que le concept de négritude a été forgé suite à une insulte qu'il avait reçue dans une rue de Paris, petit nègre.
Suite à cela, il a fondé avec Senghor la revue de l'Étudiant nègre, qui a donné par la suite naissance à ce courant de la négritude. Il définit d'ailleurs la négritude ainsi. Pour moi, la négritude est un humanisme, c'était une somme de souffrances, c'était une histoire, c'était une douleur, c'était le sentiment d'une oppression, c'était le sentiment d'une exclusion, c'était un souvenir, c'était une mémoire, une fidélité, une haine de l'injustice, la haine de l'oppression et l'aspiration à la liberté et à l'épanouissement de l'homme. Oui, partout où est l'homme, partout où il souffre, partout où il est humilié, où il est écrasé, je pense que là est ma place, que là est notre place. La prise de conscience de cette aliénation naît de cette rencontre entre des hommes de différents contextes culturels et géographiques, puisque Léon Goutran Damas vient de Guyane, Senghor vient du Sénégal et Césaire de Martinique, et qu'ils sont eux-mêmes inspirés par les auteurs de la Black Renaissance, ou aussi appelée Renaissance de Harlem, qui naît dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis et qui leur a permis de prendre conscience des rapports de domination. Pour le second volet, on retrouve cette même question de l'affirmation d'une identité à travers l'écriture. Je vais simplement citer rapidement Kateb Yassine, qui écrit à propos de Nedjma: « Je voulais en fait atteindre une sorte d'accouchement de l'Algérie par un livre. C'est très important parce qu'à ce moment-là, le sang coulait. En posant la question algérienne dans un livre, on pouvait atteindre le cœur des gens. » Donc la deuxième question qui nous a guidés, c'était d'expliquer et de mettre en regard les poèmes avec l'explication de pourquoi ils avaient choisi la langue française pour s'exprimer. Dans ce premier spectacle, on a beaucoup parlé de l'affirmation de la langue française pour Césaire, Senghor et Damas, et il faut dire que les trois ont eu besoin d'une maîtrise exceptionnelle, très précise de la langue. Senghor a été le premier agrégé de grammaire issu du continent africain. Césaire est entré tout de suite quasiment à la rue d'Ulm, à l'école normale supérieure, et celui-ci écrit « J'ai inventé mon vocabulaire, j'ai forgé ma mythologie. Mon effort a été d'infléchir le français, de le transformer pour exprimer, disons, ce moi nègre, ce moi créole, ce moi martinique, ce moi antillais. C'est le poète qui fait son langage. » Cette question de la langue, elle est commune aussi à certains auteurs algériens. Je vais simplement parler de Kateb Yassine quand il dit que la langue française est un butin de guerre et qu'elle est utilisée comme un cheval de Troie pour pénétrer les institutions, les cercles littéraires et atteindre aussi une certaine reconnaissance et une légitimité politique. Il dit donc: si actuellement nous affrontons les problèmes de littérature algérienne en langue française, même en conflit avec le peuple français, cela peut arriver, cela veut dire que pour les gens qui ont été à l'école française afin d'arracher cette culture de haute lutte, ce n'est pas un cadeau qu'on leur a donné, au prix d'humiliation sans nombre, après des interdictions, des tabous à l'intérieur d'un ghetto racial, social, colonial, cette langue est finalement devenue une arme. Voilà, donc entrer dans la machinerie française et essayer de lutter avec les armes du français contre ces idéologies et ces imaginaires même. Alors maintenant, je passe un petit peu rapidement, je voudrais aborder les enjeux de mise en scène autour de ces questions d'ouverture et de décolonisation des imaginaires. Le premier enjeu, c'est celui de la distribution. Porter ces textes à la scène s'accompagne d'une réflexion sur l'état des scènes aujourd'hui. Bien que de plus en plus les scènes s'ouvrent à la diversité de la nation française en termes de couleur de peau, d'origine, de culture, on peut encore regretter que les acteurs afrodescendants d'Afrique du Nord ou subsaharienne ou asiatiques soient encore relégués à des rôles précis et n'accèdent au grand rôle du répertoire que rarement. Pendant longtemps, seul Peter Brook avait eu l'audace de distribuer les grands rôles de Shakespeare à des acteurs de toute origine, de toute couleur et de toute formation théâtrale. Beaucoup de metteurs en scène sont encore prisonniers de l'identification réaliste d'un rôle à une couleur et craignent que le public ne soit désorienté ou que le sens dramaturgique soit trop fort, trop appuyé. Le film documentaire d'Alice Diop, La mort de Danton, montre l'évolution d'un jeune homme de banlieue dans son apprentissage du théâtre,
et celui-ci est sans cesse assigné à des rôles de noirs et mis à l'écart du répertoire qu'il rêve d'incarner. La réalisatrice propose une forme de réparation symbolique en lui faisant dire devant la caméra le monologue de Danton dans La mort de Danton. Ce qui bloque encore les imaginaires, c'est la sursignification de la couleur de peau dans l'élaboration du sens, et cela est annexé à un soi-disant réalisme social. Le paradigme réaliste donne d'ailleurs lieu à d'autres formes de domination sur scène, de genre notamment, ou à un ensemble de normes excluantes concernant le corps, la taille, le poids des comédiens ou des danseurs, l'accent, la façon de parler, etc. Il en va, à notre sens, de la responsabilité de l'artiste de contribuer à défaire ces représentations mentales des dominations raciales ou de genre, qui jalonnent encore l'inconscient collectif. Cela nous a guidés dans cette distribution et nous avons décidé d'emblée que ce qui déterminerait le choix des acteurs, ce serait leur affinité pour les textes et les combats proposés. Et du coup, dès le départ, nous avons décidé que Césaire serait incarné par une femme, qui plus est enceinte au moment de la première, que ces textes poétiques seraient incarnés par un comédien blanc qui lui est né en Guadeloupe, que le comédien Christophe Tagabanora, qui est là, que vous verrez tout à l'heure vous lire des textes de Damas, jouerait aussi bien Gaston Doumergue, président de la Troisième République, que Léon Gontran Damas, ou que Robert Desnos, et enfin que Édouard Glissant serait joué par une femme blanche. Voilà, tout ceci... Pardon ? Tout ceci avait pour but, dans notre esprit, de faire résonner ces textes de façon universelle et d'essayer de contredire ou déconstruire les paroles coloniales que ces textes avaient cherché à combattre. Alors, il faut que j'aille plus vite. On essaie de... On a 1 minute. Une minute, pas de problème. Très bien, la fameuse minute. Non, je vais juste conclure en disant que, évidemment, il y a des écueils toujours quand on met en scène ce genre de choses, qu'on a essayé d'avoir un petit peu en tête. Après, c'est pas dit qu'on ait réussi, vous pourrez peut-être venir en juger si vous venez voir le spectacle qu'on rejoue lundi. Mais juste, il y a quelques écueils qui sont pour nous ceux de la mise en scène, enfin des impasses que j'ai appelées les impasses de l'occidental larmoyant, c'est-à-dire une sorte de dérive un peu trop culpabilisante, ou de vouloir montrer les formes d'oppression sans montrer les révoltes, sans montrer les combats, et toujours en laissant l'autre dans une forme de passivité. Ensuite, le côté trop revendicatif, qui n'est pas dans tous les textes de Césaire, et qu'on a essayé aussi à la fois de mettre en valeur, mais à la fois de tempérer en mettant aussi des passages de doute dans cette affirmation identitaire. Et à la fois la question de l'exotisme, dont on a essayé de s'écarter en mettant un espace totalement abstrait qui était le lieu de la naissance des pensées. Voilà, donc je vous remercie et je me tiens à disposition. Bravo pour cette lecture assez succincte et précise et bien à propos. Je retiens qu'à l'intérieur, c'est à l'intérieur de la langue que l'outil de la résistance se forge, même si cette langue-là n'est pas la nôtre propre, ce qui renvoie vers Quetelet-Niassine, en parlant de la langue française, qui posait souvent problème pour beaucoup, qu'il a considéré comme étant un trésor de guerre, un véritable butin de guerre. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et à penser sur cela.